Bonjour à tous. Donc, je fais aussi partie de la bande des didacticiens qui vont évoquer des choses toujours un peu plus générales que les psychologues parce que nous nous intéressons peut-être à des quantités différentes. Il est compliqué de rentrer en permanence dans le détail de la façon dont un élève avance. C'est extrêmement intéressant que nos collègues psychologues nous apportent des informations sur ces sujets-là. Mais en tant que didacticien, nous devons prendre en compte à la fois la classe et la communauté des enseignants dans le cadre de la formation. Voilà, alors je vais rappeler un petit peu un contexte très connu, mais dont il est important qu'il soit rappelé à chaque fois, parce que donc, nos collègues professeurs des écoles sont généralistes. Donc, comme l'a dit déjà ma collègue, ils ont un certain nombre de disciplines à enseigner. Donc c'est quelquefois compliqué d'envisager dans cette complexité l'enseignement d'une seule discipline. Ils sont souvent peu spécialisés en mathématiques, ça a déjà été dit plusieurs fois. Et on pourrait dire en quelque sorte qu'ils ont deux missions en tension. Une première mission qui est celle d'instruire, c'est-à-dire de faire passer des savoirs et des savoir-faire, d'apprendre des choses aux élèves, mais une deuxième mission aussi qui est une mission d'éducation, devenir citoyen. Alors, je vous cite quelques extraits des programmes. Donc, instruire, vous vous doutez que tous les professeurs des écoles prennent ça très à cœur, bien que ce soit une mission très lourde, à tel point qu'il est même écrit dans les BO 2008 que ce serait intéressant d'effectuer des stages de soutien pendant les vacances scolaires. Et ils sont aussi très sollicités pour les missions d'éducation. Et la mission d'éducation, ça correspond à permettre de devenir un citoyen libre et éclairé, qui fait aussi partie des missions de nos collègues professeurs des écoles. Donc pourquoi ces missions sont en tension? Parce que peut-être selon le pôle qu'on va privilégier, ça va diminuer l'autre pôle. Et dans une perspective d'enseignement pluridisciplinaire, peut-être que la tentation est forte de privilégier le volet éducation, qui est beaucoup plus transversal. Et sans doute que les professeurs des écoles, c'est au moins l'étude qu'ont fait nos collègues Margolinas et Lapara, qualifient la difficulté d'intégrer l'exigence, il manque un mot dans ma diapo, l'exigence de l'enseignement des savoirs dans un travail pluridisciplinaire. Donc ça, c'est pour comprendre aussi, dans une perspective de communication aux professeurs des écoles que sont les programmes, quelles sont les contraintes qui pèsent sur nos collègues professeurs des écoles. Alors maintenant, si on regarde les enseignants et les programmes, et si on essaye de prendre des informations scientifiques sur la manière dont on pourrait avancer dans la rédaction des programmes, en réalité, il y a très très peu de recherches sur les manières dont les enseignants s'emparent des programmes. Les recherches connues récentes, qui ne sont pas celles menées par nos collègues Éric Mounier et Maryvonne Priolet, sont des recherches de Margolinas et Wozniak de l'Université de Clermont-Ferrand pour Margolinas, qui montrent que les enseignants... Alors, ils ont étudié 10 enseignants, vous voyez, donc le nombre est très petit, donc ça reste... ça ne va pas demander une grande généralisation, enfin, on ne va pas pouvoir se permettre de grandes généralisations, mais comment 10 enseignants de primaire préparent leurs cours de mathématiques? Alors, plus de la moitié s'appuie sur un manuel scolaire et un seul regarde les programmes. Alors, donc, bien sûr, on ne va pas généraliser, mais d'après mon expérience, parce que j'ai oublié de préciser ma position, je suis depuis fort longtemps formatrice d'enseignants, plutôt de professeurs des écoles, et mes recherches ne sont pas spécifiquement sur les programmes, mais sur la formation des maîtres, sur les questions sémiotiques de l'enseignement des mathématiques et sur la résolution de problèmes. Donc, alors, je reviens à mon propos. D'après mon expérience, il s'avère que les enseignants regardent les programmes surtout lors des changements de programme. Peu dans la préparation usuelle de cours. Donc finalement, l'enquête de Margolinas et Wozniak fait résonance à ce que j'avais un peu senti par mes expériences. Et surtout, il semblerait qu'ils n'y trouvent pas souvent ce qu'ils y cherchent. Alors, justement, ce qu'ils y cherchent, c'est peut-être, en discussion avec eux, c'est que les programmes ne montrent peut-être pas assez comment les notions s'articulent les unes avec les autres. Ce qu'il est nécessaire de faire avant d'aborder telle notion, ce avec quoi telle notion est reliée,
dans l'année, dans le cycle, voire dans les niveaux d'enseignement, école et collège, et voire lycée. Donc la rédaction des programmes s'apparente parfois à des listes que certains pourraient lire comme une chronologie, à la limite comme des items qu'on pourrait cocher quand on les a faits. Donc finalement, peut-être que les programmes cachent un peu trop les connexions entre les savoirs d'un même domaine et même entre les domaines. Alors, vous voyez par exemple l'histoire d'une connexion qui est problématique, comme on l'a déjà entendu grâce aux exposés précédents, la connexion entre les écritures mathématiques et les problèmes. Trouver la réponse d'un problème arithmétique élémentaire peut très bien se faire en n'en pensant pas du tout à l'opération, en n'ayant pas du tout encore conceptualisé l'opération. Vous prenez l'exemple d'un problème de maternelle, le professeur met 3 jetons dans sa main gauche, 2 jetons dans sa main droite, les élèves ont bien vu, 3 et 2, puis il le met les 2 mains ensemble, il secoue et il dit combien de jetons j'ai dans mes mains. Les élèves de maternelle, fin de moyenne section, grande section, trouveront la réponse pour beaucoup, par exemple en montrant ça, en voyant cela dans leur tête, en surcomptant, mais pas du tout, sans doute pas beaucoup, passeront par le fait que 3 plus 2 égale 5. Alors la question est-ce que l'écriture arithmétique doit précéder le fait de trouver la réponse ou est-ce qu'il doit le suivre? Est-ce que cette dialectique entre trouver la réponse et proposer l'écriture arithmétique est tout le temps dans le même sens? Vous voyez, toutes ces questions-là, c'est vraiment des questions importantes pour l'avancement dans les mathématiques et c'est difficile de les trouver dans les programmes. Rendre visibles aussi les connexions entre ces savoirs de différents ordres. Donc là, je sors un peu de la numération dont je pensais qu'on en aurait vraiment beaucoup entendu parler sur ces 2 jours pour faire une petite incursion sur la géométrie. Par exemple, en géométrie, il existe différents types d'apprentissage. Il existe des apprentissages géométriques du côté des mathématiques, les figures, les propriétés, mais il existe aussi des apprentissages techniques pour les élèves ordinaires, notamment l'utilisation des instruments, règles, cordes, compas, équerres, gabarits. Comment jouer la dialectique entre ces 2 types d'apprentissage? Sont-ils nécessaires pour tous les élèves? Peut-on faire autrement pour des élèves à handicap, notamment des élèves dyspraxiques? Clin d'œil à Madame Mazot. Et donc, voilà des questions que les enseignants peuvent se poser et que finalement, il est difficile de trouver dans les programmes. Alors, je ne dis pas que ça serait facile de les y mettre, mais pour le moment, il est difficile de les y trouver. Alors, donc, je continue sur le fait que quand on regarde un petit peu ou quand on interroge ou quand on entend la manière dont les enseignants regardent les programmes, il faut sans doute distinguer les enseignants expérimentés et les enseignants débutants. Alors, les enseignants débutants, surtout dans ces années-là, où les enseignants débutants ont vraiment besoin de ressources pour débuter, les enseignants débutants ont une attente très forte sur les programmes. C'est leur Bible. Et donc, ils attendent sur l'année d'y voir les savoirs clés et leur organisation. Donc, ça fait un peu résonance avec la diapo que j'ai mis préalablement. Ils y cherchent aussi des indications de progression. Alors, progression, c'est un mot pédagogique, c'est la suite de leçons sur le même thème, qui peuvent très bien être éparpillées sur l'année, mais c'est la suite de leçons sur le même thème. Et ils aimeraient bien que ces indications de progression soient stabilisées sur le plan didactique, c'est-à-dire retrouver partout ces mêmes indications de progression, ou s'il y a de la variabilité, savoir les raisons de la variabilité. Alors par exemple, un exemple déjà évoqué, la soustraction au CE1, est-ce qu'on commence par des problèmes ou du calcul? Quand on fait du calcul, est-ce qu'on fait du calcul mental d'abord ou du calcul posé? Quelle technique de calcul posé choisir? Il y a plusieurs techniques de calcul mental. Comment je fais quand je récupère des élèves qui ont appris l'année d'avant une autre technique de calcul mental? Y a-t-il une technique mentale nécessaire en fin d'école? Voilà, une technique de calcul posé, excusez-moi, nécessaire en fin d'école. Alors pourquoi les enseignants auraient besoin de progression de ce type stabilisée sur le plan didactique? Parce que vous avez vu par l'étude de Marie-Vonne Priolet et Éric Mounier que les manuels ont des propositions très différentes. Donc s'ils s'appuient sur un manuel, ils voient certaines choses, un autre manuel, ils voient une autre chose. Donc comment savoir ce qui est le plus pertinent ou si les 2 sont équivalemment pertinents?
Donc tout ça, toutes ces indications-là, ce n'est pas du tout parce qu'on peut penser que les programmes résoudraient le problème de la préparation des leçons, c'est simplement pour essayer d'adapter la leçon qu'ils trouveraient dans un manuel à la spécificité de leur classe, ou bien relativiser une proposition d'Internet, en bref, pour cadrer leur projet. Alors, les enseignants expérimentés, eux, lisent assez différemment les programmes, parce que bien sûr, ils ont leur longue expérience d'enseignement qui les outille en termes de action, rétroaction des élèves sur ce qu'ils proposent. Donc, ils ont déjà une culture bien solide sur un certain nombre de points. Et donc, ils essayent plutôt de repérer les thèmes nouveaux ou mis en avant pour comprendre la philosophie des nouveaux programmes. Et c'est sur ces thèmes-là, peut-être, qu'ils concentrent leur attention. Donc, par exemple, dans les nouveaux programmes 2016, enfin les projets, la rubrique organisation et gestion de données a disparu, alors qu'elle était apparue dans les programmes 2008. Alors là, que se passe-t-il? Peuvent-ils se demander, a-t-on pris en compte qu'on demandait beaucoup de choses à l'école, donc on a fait sauter une rubrique pour qu'il y ait moins de mathématiques? A-t-on, par des recherches, considéré que cette rubrique n'était plus opportune? Ou bien les choses dites dans les gestions de données sont-elles intégrées ailleurs, mais où et pourquoi? Ils essayent aussi de décoder les nouvelles organisations des savoirs. Par exemple, dans les projets de programme 2016, les grandeurs prennent une place particulière qu'elles avaient déjà dans les programmes 2002, mais elles prennent une place un peu différente. Et du coup, on trouve des grandeurs dans la rubrique nombres et calculs, et on trouve des nombres dans la rubrique grandeur et mesure. Donc ce changement de rédaction par rapport aux rédactions antérieures peut perturber et pourrait nécessiter des explications complémentaires. Il faut savoir aussi qu'ils interprètent, ça c'est des recherches d'une collègue polonaise, ils interprètent souvent les niveaux de description des thèmes comme indicateurs de leur importance dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'un thème très fortement décrit dans les programmes va faire de l'ombre aux autres. Et quelquefois même, il risque de faire disparaître l'attention portée aux autres thèmes. Alors je prends un exemple dans les programmes 2002, où il y avait une volonté de montrer qu'il était nécessaire de faire en sorte que les élèves aient l'occasion de construire des procédures personnelles dans des problèmes, pour ouvrir un peu le champ des procédures des problèmes. Et comme il y a eu une insistance non seulement par les textes, mais aussi par la formation autour des textes, finalement, les problèmes dits de recherche ont peut-être occulté l'entraînement sur des problèmes ordinaires, alors que ce n'était absolument pas l'intention des programmes. Donc il faut comprendre qu'un document écrit, avec des intentions toujours très positives pour l'amélioration de l'enseignement des maths, a parfois des répercussions qui sont complètement contraires aux effets attendus. Donc je voudrais vous montrer, enfin ce dont vous êtes bien conscient, l'extrême sensibilité des enseignants à la façon dont sont écrits les programmes et l'extrême responsabilité qu'on a tous quand on participe à une entreprise de ce genre. Voilà. Donc une fois de plus, les enseignants cherchent les raisons des changements pour adapter leur programme d'enseignement au nouveau programme. Alors, bien entendu, vous voyez l'extrême complexité de la tâche et nos collègues psychologues nous montrent l'extrême variabilité de la façon dont les élèves peuvent réagir ou pas, puisque on pourrait même aller jusqu'à choisir pour chaque élève un problème qui serait adapté à un moment donné à l'apprentissage de telle procédure. Mais comment intégrer ça dans l'ensemble d'une classe? Comment s'intéresser, comment construire un texte qui à la fois donne l'idée d'une gestion de classe, c'est-à-dire le fait de pouvoir parler à l'ensemble des élèves à un moment donné, et ne pas individualiser l'enseignement comme si on se multipliait, on se démultipliait. C'est impossible. Vous voyez, on est presque face à un paradoxe énorme entre la gestion de classe et l'individualité. Mais on oublie aussi l'aspect social de l'école. Hein. L'école, c'est quand même un moment où un groupe va travailler ensemble sur un thème, me semble-t-il. Alors donc, moi je dirais, je ne dis pas que je sais le faire, mais dans la situation idéale, je dirais qu'on a peut-être besoin de propositions de réseaux hiérarchisés de connaissances par cycle, par année du cycle. Alors qu'est-ce que c'est des réseaux hiérarchisés de connaissances? C'est quelles connaissances doit-on avoir traitées pour passer à telle autre connaissance? Connaissance ou savoir, hein, voilà, c'est-à-dire un peu des emboîtements. Mais vous imaginez bien, les emboîtements ne peuvent pas être linéaires. Autrement dit, ce sont des arbres.
Ce sont même des cartes conceptuelles. Comment telle notion est-elle reliée avec telle autre? Quelle notion influe sur telle autre, sachant que les influences sont quelquefois des influences fausses, puisqu'il peut y avoir des stratégies de compensation qui fait qu'on court-circuite certaines influences. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle des programmations dans le vocabulaire pédagogique. Alors, construire ces réseaux hiérarchisés, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail où effectivement on peut mettre en équipe des didacticiens, des psychologues, des enseignants. Parce qu'il faut bien sûr penser à la communication qu'on va faire à nos collègues. C'est-à-dire on peut savoir soi-même, avoir des idées sur faire les choses, mais notre fonction, c'est quand même de communiquer à nos collègues et de les aider à construire des situations qui fonctionnent dans la classe. Donc l'aspect communication des recherches et vulgarisation des recherches, pour qu'elles soient reçues par les professeurs des écoles dans leur grande majorité, c'est très important. Afficher des savoirs clés par cycle, donc ça, c'est pas très nouveau. Et proposer des textes de savoir. Alors, les textes de savoir, ce sont les textes que les enseignants pourraient proposer à leurs élèves. Alors, bien entendu, il est impossible de décrire tous les textes de savoir possibles dans les programmes, mais peut-être de donner des exemples de textes de savoir sur certaines notions pour montrer qu'un texte de savoir peut être intermédiaire avant d'être définitif. C'est-à-dire qu'il existe des petits résumés que l'élève peut écrire dans son cahier qui ne sont pas des résumés généraux ou définitif. Par exemple, pour un élève de CP, on pourrait lui faire écrire, parce qu'on a travaillé là-dessus, mais finalement, un nombre peut s'écrire de diverses façons. Par exemple, 5, ça peut s'écrire 3 plus 2, 4 plus 1, 2 plus 2 plus 1, 6 moins 1. Mais c'est toujours 5, c'est toujours la même quantité. Voilà, ça peut être un texte de savoir. C'est-à-dire quelques exemples qui... Voilà, 23, par exemple, au CE1, c'est 2 fois 10 plus 3, mais c'est aussi 2 fois 12 moins 1, mais c'est aussi, etc., etc. C'est-à-dire que le texte de savoir doit être adapté à la capacité des élèves à le comprendre. Et bien sûr, l'idéal, ce serait que ce soit adapté aux classes multiniveaux, parce qu'on a une tendance à penser, je pense parce qu'on ne sait pas trop faire autrement, aux classes mononiveaux. Or, Éric Mounier et Marie-Vonne nous ont montré aussi qu'on n'a pas la même utilisation des choses quand on a une classe uniniveau ou multiniveau. Et dernier souhait, qui résiste au changement de programme. Parce que M. Huneau nous a rappelé que depuis 1995, on changeait de programme tous les 7 ans, mais si on remonte un peu, les programmes duraient beaucoup plus longtemps, 10 ans, etc. Et dans les autres pays, les programmes n'ont pas nécessairement une durée de vie si courte que chez nous. Voilà, merci de votre attention.